Merci d'être venu. Sans trop tarder, j'ouvre non pas les hostilités, mais les débats qui, j'espère, seront amicaux. Nous nous réunissons aujourd'hui autour d'un sujet qui a fait déjà l'objet de 2 autres réunions préalables. Il s'agit de la transparence démocratique. La transparence démocratique a déjà été abordée sous plusieurs angles, en rapport avec les décisions politiques, en rapport avec l'information, tout particulièrement en ce qui concerne le journalisme et les médias. Et aujourd'hui, nous parlons du traitement des données personnelles, en particulier en France, parce que nous avons des invités français principalement, et en Roumanie, bien sûr. C'est un sujet extrêmement actuel parce que vous n'ignorez pas quels sont les derniers développements aux États-Unis et même en Roumanie en ce qui concerne le traitement de l'information. Je commencerai par signaler qu'il y a eu en France une pensée très solide et une pensée citoyenne sur la question de l'information publique qui a pris forme législative en 1978 sous la forme de la loi Information et Liberté, mais qui s'ancre dans un sol fertile de réflexion citoyenne dans les années 60 et même tout au début du XXe siècle lorsque ce thème de réflexion a commencé. La France s'est dotée d'une loi à ce moment-là qui était pionnière. Il n'y avait qu'un pays d'Allemagne et la Suède qui avaient réfléchi sur ce sujet à ce moment-là. Et puis, elle a joué un rôle d'éclaireur en ce qui concerne ces problèmes et surtout les principes sur lesquels une législation concernant les données personnelles doit être fondée. C'est pourquoi la Commission européenne a continué dans la trace de cette réflexion et l'émission de la directive et des différentes autres instructions de la Commission sont dans l'esprit de la loi française qui, elle, d'ailleurs, a subi plusieurs aggiornamenti, comme on dit en italien, donc plusieurs modernisations, plusieurs réaffirmations. Vous savez que ce sujet, avec les attaques informatiques actuelles, est d'une actualité douloureuse. D'autre part, il y a une conscience aiguë dans le monde entier, je dirais, concernant l'importance de ce sujet. Et la Cour suprême des États-Unis a rejeté récemment une demande d'appel de la Caroline du Nord qui avait introduit une modalité de légitimation des citoyens en vue du vote qui portait atteinte aux libertés du citoyen. Bien sûr, ce sont nos invités qui vont être les spécialistes qui nous parleront de ces aspects et qui nous diront où on en est sur toutes ces questions. Je vous présente donc M. Romain Thalès, responsable du recensement des données publiques, programme Etalab. M. Victor Demieux, conseiller de la présidente du secrétariat général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL est chargé de l'application de la loi. M. Radu Puciu, secrétaire d'État et coordonnateur de l'Open Government Programme Roumanie. Et notre collègue et ami Laurențiu Ștefan, conseiller présidentiel au département de politique intérieure et collaborateur du CRFA Villa Noël. Je voudrais donner la parole en ouverture au directeur de l'Institut français de Bucarest, M. Gigodeau, Christophe Gigodeau, qui a pu arracher un peu de son programme pour le dédier à notre rencontre. Je vous en prie, Monsieur le directeur.
Merci beaucoup, Monsieur Panzarou, Monsieur le conseiller, Monsieur le secrétaire d'État, Excellences, Madame l'ambassadeur, Monsieur l'ambassadeur, chers amis, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, il a fallu que j'arrache un peu de mon programme du temps pour venir jusqu'ici. Nous avons cette semaine un moment très important entre la France et la Roumanie, qui est le premier comité mixte d'organisation de la saison France-Roumanie, qui se déroulera en 2018, fin 2018-2019, et qui est pour nous un exercice qui se prépare très en amont, puisque cette saison France-Roumanie couvrira pas simplement la culture, mais bien évidemment la science, la recherche, l'économie, le tourisme, la gastronomie, le sport, beaucoup de sujets, et évidemment celui du débat d'idées. Et cette séance aujourd'hui, cette conférence, ce débat aujourd'hui, s'inscrit vraiment dans la préparation pour nous de ce grand rendez-vous qui s'annonce d'ici 2 ans maintenant. Donc le débat d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle qui a commencé en février dernier et qui se terminera en novembre 2017. Ce cycle est soutenu par l'Institut français de Paris, donc le cycle dont le thème est la transparence garante de la démocratie, vous l'avez rappelé. Nos partenaires, et je tiens à les saluer, sont la faculté de journalisme et de sciences politiques de l'Université de Bucarest, l'Agence universitaire pour la francophonie et bien entendu le Collège juridique franco-roumain et le CEREFREA qui nous accueille aujourd'hui et avec lequel nous avons toute cette série de conférences tout au long de l'année. À l'heure où les citoyens sont associés de manière croissante à la vie démocratique à travers les différents réseaux auxquels ils ont désormais accès, l'ouverture des données publiques pourrait modifier en profondeur leur rapport avec l'administration et les élus. Aujourd'hui, 80% des pays européens disposent désormais d'une politique dédiée à l'ouverture des données publiques. Lors des précédentes rencontres que nous avons eues, nous avons abordé la question de la place des médias pour forger la réflexion citoyenne, puis le rôle des organisations non gouvernementales pour faire vivre la démocratie. Aujourd'hui, les intervenants aborderont donc les sujets que vous avez évoqués sur l'ouverture des données publiques à travers les enjeux démocratiques, les moyens et les limites qu'elles recouvrent. Donc, je renouvelle vraiment nos remerciements pour cette séance et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine conférence, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour l'annoncer, le 5 octobre prochain, autour d'une table ronde autour du thème « L'intégrité et anticorruption dans les démocraties européennes, enjeux, réformes et controverses ». Merci et très bonne séance. Voilà, je donne donc la parole au commencer M. Roland Thalès du programme ETALAB, responsable de recensement des données publiques. Bonjour à tous. Alors effectivement, déjà, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Dans un contexte en plus très favorable, avec une collaboration franco-roumaine qui ne cesse de se développer. C'est plutôt un très bon signe pour les relations bilatérales entre nos deux pays. L'open data est bien évidemment un vecteur important aussi, qui permet de créer une transversalité supplémentaire. Donc moi je travaille au sein de la mission ETALAB, donc qui est une direction qui est rattachée au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, donc qui est un service du Premier ministre. Alors déjà le positionnement de la mission est assez singulier et je pense que la logique interministérielle est nécessaire. Le numérique n'est pas pour un ministère, mais plutôt totalement transversal à l'ensemble des politiques publiques portées par l'ensemble des ministères. Donc notre mission, c'est vraiment de permettre de diffuser cette culture de l'ouverture à travers différents leviers, des leviers techniques, des leviers démocratiques et bien évidemment des leviers aussi en matière d'efficacité de l'action publique qui sont pour nous des éléments essentiels pour pérenniser l'action du gouvernement. Donc la mission ETALAB a été créée en février 2011, était initialement rattachée directement au Premier ministre, et afin de pérenniser sa mission, nous avons décidé de l'intégrer dans une structure plus large, donc le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique dont je vous ai parlé précédemment. Donc notre cœur de mission de départ, c'était vraiment l'open data, donc ouvrir les données,
les mettre à disposition du plus grand nombre à travers une plateforme data.gouv.fr qui permet à l'ensemble des citoyens, des entreprises, des associations de télécharger librement des données afin d'une part d'avoir plus d'éclairage sur la manière dont les politiques publiques sont portées. Donc là, c'est le premier pilier, transparence de l'action publique. Ça ne vous aura pas échappé que pendant les récentes élections présidentielles que nous avons eues en France, le terme de probité, le terme de confiance démocratique et de défiance démocratique aussi ont été mis en avant de manière assez répétée. Donc il y a une vraie aspiration profonde de la société civile d'être davantage impliquée, davantage éclairée sur la manière dont l'argent public est dépensé. Donc en anglais, on appellerait ça accountability, donc pouvoir rendre des comptes aux citoyens. Pour rappel, ça date pas d'hier, hein, mais on a l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoyait déjà à l'époque que tout citoyen est en droit de demander des comptes à son administration. Bon, alors là, je suis revenu un petit peu loin en arrière, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont nous disposons, et notamment la mobilité, les téléphones portables, la capacité de stockage qui a augmenté pour un coût qui a diminué, nous permet aujourd'hui d'avoir les moyens de nos ambitions et de pouvoir mettre en marche une politique ambitieuse en la matière. Donc transparence de l'action publique, c'est notre premier levier et c'est la manière dont on a réussi à politiser un petit peu le sujet, c'est-à-dire faire en sorte que le politique s'empare de l'open data. Dans un deuxième temps, on a identifié comme deuxième pilier le fait de permettre le développement de l'économie numérique. L'open data, les données que nous mettons à disposition, permettent à tout un tissu d'entreprises, de start-up notamment, de développer des nouveaux modèles économiques autour de la mise à disposition de ces données. Et la plateforme data.gouv.fr, dont je vous ai parlé précédemment, c'est aussi ça sa particularité, c'est qu'elle permet d'associer les jeux de données qui sont mis en ligne par les administrations aux usages qui sont permis grâce à la mise à disposition de ces données. Donc on n'est pas seulement sur un catalogue de données, on est aussi sur une vitrine qui va permettre de montrer les usages de l'open data. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec les données publiques? Applications mobiles, applications web, géolocalisation, annuaire, autant de services qui vont permettre de rendre plus accessible la politique, la manière de diriger notre pays auprès de l'ensemble des acteurs qui souhaitent être mobilisés dans cette démarche. Et enfin, le troisième pilier, qui est essentiel pour nous, c'est la modernisation de l'action publique. L'open data, ça permet de casser les silos. L'open data, ça va permettre à des personnes d'un bureau, d'une direction, d'un service, de comprendre et d'avoir davantage de visibilité sur ce que font les autres directions et les autres services. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais on s'est rendu compte à travers, à travers cette politique publique que de nombreuses directions métiers, au sein d'un même ministère, ne se parlaient quasiment pas, ou n'étaient pas forcément au courant de ce que le voisin faisait. Le fait que les données soient accessibles sur un point d'accès unique, ça a permis de casser justement ce silo qui était artificiel, qui avait été créé un peu par la structure administrative, et aujourd'hui créer davantage d'intelligence et d'impact sur les politiques publiques portées. Pour la petite histoire, j'ai rencontré il y a environ 3 ans une direction métier qui était en charge de la pollution des sols. Et 2 heures plus tard, une autre direction métier qui était à 20 mètres, qui était en charge de la pollution des eaux, enfin de la publication des données sur la qualité de l'eau. Et ça ne vous étonnera pas, c'est d'ailleurs en lien avec mes propos, que ces 2 directions n'étaient pas du tout au courant de la nature des données produites par l'autre. Le fait de pouvoir ouvrir les données et de montrer à l'autre direction concrètement ce qui était produit par ailleurs, leur a permis de développer un système d'information mutualisé, tout simplement, qui permet aujourd'hui d'intégrer d'une part les réflexions autour de la pollution des sols, mais aussi les relier directement à un système d'information relatif à la qualité de l'eau. Ça peut paraître simple quand on le présente de cette manière, mais faut pas oublier qu'on a un héritage assez lourd, un héritage administratif, pyramidal, très hiérarchisé, et que l'open data, c'est aussi un moyen de renouveler un petit peu cette structure administrative telle qu'elle existait, et surtout d'avoir une administration qui est peut-être plus actuelle, plus en rapport avec ce que les citoyens attendent de la société. Donc les 3 piliers que je vous ai présentés touchent toute la dimension open data. Je tiens à préciser que le périmètre de la mission Etalab a largement évolué depuis. C'est-à-dire que notre mandat de départ, qui consistait à ouvrir les données et à les mettre à disposition de tiers, s'est vu
rapidement évolué. L'ambition, en fait, a déjà démarré sur le fait qu'on s'est rendu compte qu'une fois que les données sont mises en ligne, ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que les gens ne vont pas les réutiliser automatiquement. Il faut créer des catalyseurs, il faut créer des événements, il faut stimuler l'écosystème, il faut permettre à l'administration de s'ouvrir, d'organiser des événements pour ramener la société civile et créer de l'intelligence collective autour de sujets. Et c'est cette synergie entre société civile et administration qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir des positions communes qui sont représentatives de l'attente des citoyens et des administrations. Parce que notre boulot, c'est aussi de permettre à l'administration de travailler de manière plus efficace. Donc de l'open data, on a rapidement basculé sur un autre concept que M. Pouchou va vous développer aussi par la suite, mais c'est l'open government. Donc créer un nouveau rapport démocratique entre la société civile et l'administration. Et l'open data, pour nous, c'est un vecteur important, justement, de ce renouvellement du rapport démocratique et de la capacité de l'État à interagir avec la société civile. Et enfin, dans un troisième temps, nous avons développé depuis 2 ans, nous avons la chance en France d'avoir un Chief Data Officer, un administrateur général des données. Historiquement, c'est un rôle qui était confié à des collectivités, notamment des grandes villes comme New York, par exemple. On a eu la chance de rencontrer donc, le premier Chief Data Officer de la ville de New York, qui s'appelle Mike Flowers, et qui portait une politique publique assez intéressante, c'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé à New York, une des problématiques de cette ville, c'était d'identifier de manière beaucoup plus anticipée les logements insalubres, pour justement avoir une politique publique plus impactante en matière de rénovation du patrimoine immobilier. Sauf que Michael Flowers nous a dit, quand je suis arrivé, je n'avais aucune base de données qui me permettait d'objectiver les contrôles. Du coup, il a décidé de recréer une base de données from scratch, qui était basée sur les appels au 911. Donc tous les appels qui concernaient des incendies, des fuites d'eau, étaient potentiellement des signaux faibles qui allaient pouvoir l'orienter vers des contrôles plus impactants, plus efficaces au niveau de la vacuité de certains bâtiments. Et du coup, il a augmenté de 150% la qualité des contrôles réalisés par ses équipes du fait de se baser, d'objectiver sa prise de décision sur une base de données. Donc ce qu'on appelle de la data-driven policy, tout simplement. Donc on a beaucoup parlé de data-driven stratégie, au sens très très large. Aujourd'hui, les politiques publiques sont en train de s'emparer de ce sujet et on objective l'ensemble des politiques publiques à travers des données. Donc on mène des programmes très verticaux, certes, mais on essaye d'expérimenter des projets avec différentes administrations, notamment la police nationale. On a travaillé avec eux sur des expérimentations pour anticiper les vols de voitures sur des zones géographiques spécifiques. Donc on a récupéré des données historiques qu'on a sur les vols de voitures, qu'on a croisé avec les données de météo, avec les données d'infrastructure, donc si des lampadaires sont cassés à des endroits ou autres. On a croisé toutes ces données et on leur a fourni une application mobile qui leur permet aujourd'hui, lorsqu'ils font leur ronde, de savoir historiquement où est-ce qu'il y a eu des vols à la roulotte. Donc ils vont objectiver leur parcours en fonction des zones qui font potentiellement plus l'objet de vols. Et enfin, un dernier exemple, on a travaillé aussi avec la direction des achats de l'État, il y a 2 ans, à l'époque où ils étaient en train de renégocier les contrats énergétiques avec les fournisseurs d'électricité. La facture énergétique de l'État français, c'est plus de 2 milliards d'euros. Donc toute la consommation énergétique de tout le parc immobilier français, ce qui est quand même colossal. Donc il y a une vraie perspective, on va dire, d'optimisation de la dépense sur ce sujet. Donc ce que nous avons fait, on a récupéré les données relatives à la consommation réelle des bâtiments publics, qu'on a croisées avec les données d'achat qui nous ont été fournis par la direction des achats de l'État, afin de renégocier les contrats en fonction du profil énergétique optimal, afin de moins surconsommer et de moins sous-consommer. Parce que c'est ce qui coûte au final le plus cher. C'est lorsqu'abonnement n'est pas adapté à la réalité de consommation du bâtiment. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir une sorte de moyenne de consommation qui soit la plus adaptée afin de moins surconsommer et de moins sous-consommer. Donc uniquement sur le périmètre du parc immobilier de Bercy, donc des ministères économiques et financiers, on a pu économiser plus de 800 millions d'euros, ce qui est déjà assez significatif. Bon, Bercy, c'est quand même un périmètre qui est assez large. Et donc on continue de manière répétée à faire ce genre de politique publique pilotée par la donnée. Et si vous regardez un petit peu de loin tout ça, c'est la big picture, un petit peu open data, open government et data science, on est sur un tout cohérent. C'est-à-dire qu'on va capitaliser sur l'intelligence collective pour pouvoir avoir un impact supplémentaire sur l'action de l'administration. On va permettre à l'administration, grâce aux données produites, d'avoir davantage d'impact sur les politiques publiques portées.
Et on va bien évidemment continuer à créer des nouveaux services, des nouveaux produits basés sur les aspirations profondes de la société civile. Et ça, je pense qu'une des matérialisations concrètes de ce changement de paradigme, de ce changement de réflexion, c'est la loi pour une république numérique qu'on a co-construite. Alors, pour l'information, cette loi est la première loi qui a été co-construite avec la société civile. C'est-à-dire que l'ensemble des articles de loi ont été publiés sur Internet. On a reçu plus de 1450 contributions issues de l'ensemble des acteurs qui souhaitaient interagir avec l'administration sur ce texte. Et nous avons proposé à l'Assemblée et au Sénat un texte qui répondait d'une part aux attentes de l'administration et d'autre part aux aspirations profondes de la société civile. Et pour moi, ça c'est la nouvelle démocratie, telle qu'elle se propose, telle qu'elle s'impose même. C'est d'avoir ce juste milieu entre la puissance publique et la société civile qui va donner davantage d'impact et davantage de profondeur à la réflexion de l'administration. Voilà, de manière un peu synthétique, le périmètre de nos missions. J'insiste bien évidemment sur le fait que nous sommes totalement... nous travaillons de très près avec la CNIL, ici présente, afin de ne pas justement publier des données à caractère personnel. Je tiens à préciser que ça sort totalement du périmètre de l'open data. Et bien évidemment, avec le développement de l'open data, notamment sur les secteurs de la santé, il est essentiel de pouvoir anticiper les croisements potentiels de données. Donc la réidentification, c'est pas forcément lorsqu'il y a le nom et le prénom de quelqu'un, ça peut aussi être par recoupement de données. Si vous recoupez des données sur l'accidentologie avec des données de coupures de journaux, vous allez potentiellement pouvoir retrouver le nom de personnes qui ont été incriminées, qui ont été victimes de accidents. Donc ça, c'est typiquement le genre d'écueil dans lequel on ne veut pas forcément tomber. Donc on a la chance en France d'avoir effectivement la CNIL qui nous permet d'assurer le respect de la protection des informations à caractère personnel. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Thalès, pour cet exposé qui montre tant d'exemples positifs. Je peux dire que en Roumanie aussi, nous disposons d'un réseau d'information sur la qualité de l'eau qui est roulé en continu sur les stations vidéo du métro. Et ça nous rassure beaucoup, c'est vrai. Malheureusement, il n'y a pas d'initiative comparable en matière de logement, mais je crois qu'on a mis sur pied une base de données sur le risque sismique pour les grandes villes, pour la ville de Bucarest en tout cas. Et ce qui me semble très intéressant, c'est cette idée de coordination intelligente. Parce que l'un des gros problèmes de la postmodernité, la modernité tardive, comme vous voulez, c'est qu'il y a eu le processus d'autonomisation des sphères et des institutions qui chacune juge en fonction de sa logique propre. Et quand il s'agit de coordination, on est parfois en train de désespérer. Il y a certains sociologues qui disent qu'on est allé au-delà du point de réintégration possible. Et donc, ces exemples que vous donnez, par exemple, en matière de consommation d'énergie, ça tient d'une gestion intelligente des réseaux et qui représente sans doute l'avenir. Mais pour ce qui est de la protection des données personnelles du domaine spécifique de la CNIL, je serais curieux de savoir s'il y a une asymétrie entre public et privé dans ce domaine, s'il y a un régime particulier de la gestion des données pour les entreprises privées ou pour les organisations, pour les institutions publiques. Et je suis bien sûr, c'est très intéressant pour la conjoncture actuelle en Roumanie. Je prie donc M. Victor Demiot, conseiller de la présidente, auprès du secrétariat général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de nous parler de son institution et de son travail, son expérience. Merci. Bonjour. Alors merci à l'Institut français et au CEREFREA pour cette invitation. Et je pense que c'est effectivement important que la France puisse faire partager son expérience en matière d'open data. Et la prise en compte de la protection des données personnelles fait partie pleinement de cette expérience.
Alors, une première manière, peut-être un petit peu superficielle, de considérer les choses, c'est que open data et protection des données personnelles sont en deux principes qui entrent en tension. Hein. On a d'un côté l'aspiration très forte de nos sociétés à la transparence, de l'autre côté l'aspiration à la protection du citoyen, à la protection de ses données personnelles, et cette protection étant elle aussi un principe extrêmement fort qui s'inscrit d'ailleurs dans les traités de fonctionnement de l'Union européenne, dans la charte de protection des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc on a ces deux aspects qui peuvent sembler à première vue antinomiques. Alors il faut immédiatement nuancer ce point de vue, d'abord en disant qu'une grande partie de l'open data porte en fait sur des données qui ne sont pas à caractère personnel. Hein. La majorité, quasiment la totalité je crois des cas que tu as évoqués, voilà. Sauf cas précis qui sont encadrés par décret, mais la grande majorité de l'open data ne porte pas sur des données à caractère personnel. Et quand la question des données à caractère personnel se pose, et j'y viendrai, on a la possibilité de trouver un certain nombre de solutions. Et dans tous les cas, la protection des données, enfin la législation, le cadre juridique sur la protection des données à caractère personnel apparaît comme un élément essentiel de confiance du citoyen qui ne voudrait pas qu'une politique d'open data qui progresse à juste titre et qui répond à une demande de transparence se retourne contre lui. Donc c'est un élément de confiance du système et finalement de succès du développement de la dynamique d'open data. Alors, une première chose, c'est le cadre juridique. Et le cadre juridique en France prend en compte, depuis la fin des années 70 au moins, la nécessité de cette articulation. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi sur la protection des données personnelles de 78. En fait, on a un moment à la fin des années 70, entre 78 et 79, où on a cette loi sur la protection des données à caractère personnel, mais aussi une loi qui crée la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est en quelque sorte l'ancêtre de l'open data. Et la loi CADA de juillet 78 fait déjà explicitement référence à cette nécessité de protéger les données personnelles et renvoie aussi à la loi sur la protection des données. Alors aujourd'hui, le cadre, ce bloc juridique qui était extrêmement cohérent dès les années 70, il a été renouvelé par la loi pour une république numérique qui est entrée en vigueur en octobre dernier. Et donc, de façon très simple, on peut dire que le principe, c'est que tout document administratif communicable peut être mis en ligne, sauf quand des données à caractère personnel sont impliquées. Et dans ce cas, dans le cas où des données à caractère personnel sont impliquées, il y a quand même des exceptions. Enfin, on peut contrevenir à ce principe sous une des trois conditions suivantes, ou bien qu'il y ait une disposition législative qui le permette, ou bien qu'il y ait un consentement des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire que les personnes concernées donnent leur accord à ce que les données les concernant soient mises en ligne. Et enfin, le troisième cas, c'est que les données en question fassent l'objet d'une anonymisation, donc qui est un processus technique. Et en tout cas, dans tous les cas, les données qui font l'objet de l'open data restent soumises à la loi, à la législation sur la protection des données à caractère personnel. Alors, les choses sont relativement simples quand on reste à ce niveau de généralité et, disons, dans les sommets de l'ordre juridique, mais elles se compliquent dès qu'on entre un petit peu dans la granularité technique et à d'autres niveaux réglementaires. Alors, je parlais d'anonymisation. Aujourd'hui, on a, avec le big data, les capacités de croisement qui sont démultipliées, se pose le problème de la réidentification. C'est-à-dire que des jeux de données qui ont été anonymisés ou qui sont considérés comme anonymes peuvent être réidentifiés, peuvent faire l'objet de croisements. Alors ça relève, c'est le résultat des capacités de calcul inouïes qu'on a. Hein. Le smartphone que vous avez dans votre poche, c'est
c'est 4 fois la puissance de calcul du plus gros ordinateur américain, enfin de l'armée américaine en 1985. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance démultipliée de réidentification. Et puis un exemple, c'est dans les années 90, une base de données médicale des fonctionnaires, enfin des agents de l'État du Massachusetts, avait été publiée sous une forme pseudonymisée. C'est-à-dire il y avait les dossiers médicaux des agents, mais pas leur nom. Et une étudiante s'est essayée à croiser ces données avec la liste électorale. Et parce qu'on pouvait faire recouper le code postal, la date de naissance et le genre, à partir de ces 3 données, on pouvait réidentifier la quasi-totalité des personnes. Et donc, ce qui montre bien que par exemple, la pseudonymisation n'est pas du tout une mesure suffisante de protection. Donc là, il y a un enjeu, en tout cas, d'anonymisation effective dans ces cas-là. Alors, les solutions à ces problèmes, elles se posent en fait de manière différente selon les secteurs, selon les types de données qui vont être concernés. Aujourd'hui, la dynamique d'open data, elle gagne des secteurs nouveaux. Ça concerne les données de santé, les données énergétiques, les données de jurisprudence également. Et l'essentiel pour réussir une mise en open data satisfaisante et protectrice des personnes, ça va être de trouver la bonne balance, le bon équilibre entre l'exigence de transparence, l'exigence de protection, entre aussi l'anonymisation et le fait qu'avec avec chaque degré supplémentaire d'anonymisation implique une perte de données. Donc il peut y avoir un bon équilibre à trouver entre une perte d'information, pardon. Il peut y avoir un équilibre à trouver. Et ce qui est essentiel, c'est que les administrations, les acteurs de l'open data, les autorités de protection des données personnelles réussissent à travailler ensemble pour trouver des solutions et qui souvent vont être des solutions qui vont faire jouer 2 curseurs, à la fois le curseur amont, c'est-à-dire avant la mise en open data, et le curseur aval concernant tout ce qui concerne la réutilisation des données une fois qu'elles ont été mises en open data. Alors à l'amont, on a toute une série d'outils qui sont notamment les études d'impact sur la vie privée, mais aussi les techniques d'anonymisation. Et la loi pour une république numérique que j'évoquais, elle donne à la CNIL un pouvoir de certification, d'homologation de techniques d'anonymisation, ce qui fait qu'aujourd'hui la CNIL va publier des techniques, des procédés d'anonymisation que les acteurs de l'open data peuvent utiliser pour sécuriser leurs pratiques, pour s'assurer qu'ils ont un degré suffisamment robuste d'anonymisation qui ne soumet pas les personnes à un risque de réidentification. Pour la mise en open data des données de jurisprudence, la loi a aussi prévu la mise en œuvre de ces études d'impact, c'est-à-dire se poser la question en amont des potentiels risques sur les personnes. Alors, la deuxième partie sur laquelle on peut jouer, le deuxième point sur lequel on peut jouer, c'est tout ce qui concerne l'aval, c'est-à-dire donc la réutilisation et l'exercice des droits des personnes. C'est-à-dire que, un exemple de solution en aval qui a été trouvé entre la CNIL et Etalab, c'est l'insertion dans la licence Open Data qui est utilisée par Etalab d'un caveat, c'est-à-dire d'une forme conventionnelle qui rappelle aux utilisateurs, aux réutilisateurs de la donnée que cette réutilisation ne peut avoir ni pour effet ni pour objet une réidentification des personnes. C'est-à-dire qu'on rappelle bien les principes de la loi. Il est aussi cette prise en compte des effets de l'open data en aval, elle peut aussi conduire à insister sur l'exercice du droit des personnes. Alors je parlais de la mise en open data des données de jurisprudence. Il est évident
que si on anonymise complètement des décisions de justice, enfin si elles finissent par perdre leur valeur et l'open data perd son intérêt. Vous pourrez donc on a été obligé de choisir d'aboutir à une solution qui limitait malgré tout le degré d'anonymisation des données de jurisprudence. En revanche, ce qui existe en aval, c'est la possibilité pour les personnes qui considèrent que la pseudonymisation des données, la pseudonymisation des décisions de justice n'est pas suffisante. Ces personnes-là peuvent demander à ce que leur droit d'opposition, de rectification soit pris en compte pour que, au cas par cas, on renforce un petit peu cette obfuscation de la donnée. Donc, voilà, ce que je voulais exprimer, c'est que selon qu'il est question de données de jurisprudence ou alors de données de santé, on va avoir le même raisonnement, c'est-à-dire la recherche d'un équilibre, d'une balance, mais qui ne va pas s'articuler exactement de la même façon. Quand il s'agit de données de santé, on va être beaucoup plus exigeant en matière d'anonymisation a priori de la donnée, puisque le risque de réidentification aurait des portées beaucoup plus importantes pour les personnes. Donc en conclusion, je dirais qu'on est on est ici dans un processus qui s'inscrit dans le long terme, parce que les techniques d'anonymisation doivent aussi évoluer avec le temps. Quand les capacités de calcul évoluent, l'état de l'art en matière d'anonymisation évolue. Et donc il y a aussi un travail en continu sur le long terme des autorités publiques à effectuer pour continuer à s'assurer que les risques restent maîtrisés. Voilà, je vous remercie. Je remercie M. Demiot. En vous écoutant, je me suis posé une question à laquelle vous avez répondu à la fin, c'est-à-dire la dimension temporelle. Et en effet, je suis très intéressé tout d'abord par les principes qui sous-tendent la législation française, et qui sont sans doute un exemple général à réfléchir, et puis sur la mesure dans laquelle la dimension du temps a été prise en considération. Vous avez, je crois, remplacé le consentement ultérieur par le consentement antérieur, c'est-à-dire le opt-out par le opt-in, je crois, n'est-ce pas, comme on dit. Mais il y a aussi une dimension intéressante, c'est le droit à l'oubli qui est prévu par la loi, en ce sens qu'on peut souhaiter se faire disparaître de certains types d'évidences. En tout cas, cela doit fonctionner sur Internet. En Roumanie, il y a beaucoup d'espoir qui a été mis dans l'idée du gouvernement électronique, le e-government, n'est-ce pas? Et ce n'est sans doute pas étranger au fait que la Roumanie a l'un des plus grands débits Internet, n'est-ce pas? Nous sommes l'un des pays où la vitesse des flux de données sur Internet est enviable. Je donne la parole à Monsieur le secrétaire d'État Radu Puciu du Open Government Programme Roumanie. Merci beaucoup, Monsieur le directeur. Merci pour votre invitation. Pour gagner la même passion de Monsieur Tallet et Monsieur Demiot, je vais parler en anglais. C'est possible de parler en anglais? Merci beaucoup, because yes. Échanger. If everybody understands, and I would prefer to speak in English because, I know French, but I lack some exercise on that. But with your help, I will improve that for the next session, I promise. Yes, indeed, there are a lot of hopes in Romania, both in terms of open government, both and also e-government.
And I will briefly present where we are, what we are, the main lines that we are focused on right now, and also the areas of possible collaboration which you already talked about briefly before the meeting. Basically, we are in the third National Action Plan on Open Government Partnership. This is the umbrella under we work on the Open Government Partnership. And probably the biggest lines of activity are around open data, are around open education, and also a big component on transparency and participation. So these are the big works that we have right now. We have started quite a number of years ago, but last year this was quite a push in terms of openness, and the subject was quite raised at the top level of the government, which, by the way, I believe it's one of the most important ingredients in terms of pushing this idea of open government, the leadership involvement in this. And I noticed, and I was very happy about the elections in France, that it's a continuity in this leadership towards open government, which means a lot even as an echo in Romania, hopefully. So we are on this line. In terms of participation, I will mention few examples that are important for us. We keep this Open Government Club, Open OGP Club, it's called, every month. So each month we have a meeting. We put together civil society and government on important topics. And it's a good collaboration on these topics, and probably this is one of the things that we repeated. We keep this club over 3 years now, so it's quite a challenge, and also quite a response towards it. So towards this need for dialogue with the civil society. And second, I would mention a project close to my heart, which was GovIT Hub last year. And which showed quite a large interest of the IT community in coming to government and working together on solutions. I truly hope that this program will continue. We have a good chance for that. And this will mean a lot in terms of changing the way we collaborate. It's not about being two sides, but working together on a solution. And I was very happy to see the ETALab involvement into this area as well. I will also mention some of the recent events that we had on open education. We have a big conference on open education and open education resources, which became quite an important subject in our Open Government Partnership area. It was received under very big enthusiasm. Everybody was talking about, and you probably it's on your agenda as well with this focus on education and also the resources that we put together for this area. I will stop here. No problems in speaking in French. I understand perfectly, but when it comes to talk, it's a little bit difficult. But I will be more open towards questions if they are on our activity. Thank you. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire d'État. Nous aurons le temps de débattre, de poser des questions, de répondre, etc. En 3 langues, c'est-à-dire le roumain n'est pas exclu. Nous allons nous charger de la traduction. En effet, je pense que, puisque vous avez évoqué la question de l'éducation ouverte, il y a un sujet extrêmement... Vous avez vos sujets chers, moi j'ai mes propres sujets chers.
sur l'éducation et sur le rôle de ce qu'on appelle les MOOC ou autre chose. Non, donc, mais je pense aussi à l'idée d'une université ouverte qui était un vieux projet socialiste, l'université populaire de Jean Jaurès, qui a eu un grand succès en Roumanie. Et en Allemagne, je crois que l'Allemagne, c'est le pays où l'université populaire a eu le plus grand succès, puisque la présidente de l'université populaire d'Allemagne avait une place de droit dans le Sénat de je ne sais plus quel land. Voilà. Mais en Roumanie, on a eu cette institution jusqu'à assez récemment. Voilà. Et le projet revit par l'intermédiaire des moyens électroniques. Et sans doute, quand on sépare la formation initiale de la formation continue, on cloisonne. Et il faudrait aussi proposer un projet qui ouvre ces cloisons et qui offre de la connaissance, de la formation à tous. Voilà. Monsieur Laurențiu Ștefan, conseiller présidentiel au département de politique intérieure, et nous parlera maintenant de la conception de la présidence, je suppose, en matière de open data et données personnelles. Je vous en prie. Bonjour et merci pour cette invitation. Je dois m'excuser parce que j'ai perdu un petit peu l'exercice du français. Et alors, peut-être la vitesse avec laquelle je parle va être réduite. Alors, si vous avez donné 15 minutes pour chaque participant, je demande 30. Non, je plaisante bien sûr, mais je m'excuse tout d'abord parce que, comme je vous ai dit, j'ai perdu un petit peu. Comme Simona m'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 2 ans, quand j'ai fini un atelier ici à la CEREFREA, qui est une institution admirable et très accueillante. Et, sauf les courses à la faculté, j'ai pratiquement pas parlé en français. Donc, c'est clair que si je suis là, c'est un indicateur que le président Iohannis tient au cœur le sujet. C'est clair que c'est très important pour nous. Et, on peut dire, et je veux dire quelque chose sur le partenariat avec Radu Puciu, avec un enthousiaste des données ouvertes et du gouvernement ouvert. J'ai eu le privilège de travailler avec lui avant de joindre l'équipe du président Iohannis. J'ai travaillé pour 10 ans à l'ambassade américaine. Bien sûr, l'ambassade essaie d'identifier des personnes à l'intérieur du gouvernement. C'était l'année 2011, 2012, et je me souviens, mes collègues américains avec qui on parle, et personne ne comprend c'est quoi ça, OGP, le partenariat sous gouvernement ouvert, c'est quoi ça? Et finalement, la bonne nouvelle a été que le Premier ministre et les ministres ont trouvé Radu, et Radu a établi une équipe excellente, et j'ai commencé à travailler avec eux pour ouvrir et faire apprendre le concept aux politiciens, parce que c'est important de changer un petit peu la culture politique, parce que sinon on parle du gouvernement ouvert, et si on a des gens dans la salle qui comprennent, on a des milliers des officiels qui gouvernement quoi? Ouvert, c'est quoi ça, ouvert? Donc c'est clair que ce n'est pas dans le sang des politiciens, et on a beaucoup de choses à faire. Donc le travail qui nous attend, ce n'est pas facile. Je me souviens le moment où je suis ici avec Irina Ionescu, avec laquelle je travaille sur ce sujet. Radu connaît très bien le fait que Irina et Yulia, mes collègues, participent d'une manière régulière à tous les groupes du club. Mais je me souviens, c'était février 2015, où Monsieur le Président a ouvert la conférence. Donc c'était pratiquement 2-3 mois après qu'il ait pris le mandat, qu'il a commencé le mandat, et il a voulu donner un signal, un message clair et fort que c'est un concept, peut-être à ce moment-là, un concept, des idées, mais on doit faire des choses pour les implémenter.
Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on a voyagé ensemble parmi les 2 années et demie. Et je me souviens aussi le moment du novembre 2015, où bien sûr on ne savait pas quelle serait la place de cette unité qui s'occupe de l'OGP, la sorte de Radu. Et finalement, on a trouvé ensemble une sorte d'équilibre entre l'office du Premier ministre et le ministère qui a été nouvellement créé. Et je crois que le ministère qui a créé, le ministère de la consultation publique et dialogue civique, a été une première. Et je salue Luca Ciubotaru qui est ici et qui a travaillé avec le ministre Violeta Alexandru. Et le fait qu'il est maintenant part de l'administration présidentielle, c'est une autre indication que tout ce qui tient d'ouverture du gouvernement, de participation, de consultation publique, est au cœur de l'action présidentielle. Qu'est-ce que je veux dire? C'est d'ouvrir un petit peu le spectre et de dire des choses sur les priorités de mandat. Et vous allez voir qu'on a une relation étroite avec le gouvernement ouvert. OGP, ça veut dire plus que données ouvertes, ça veut dire participation aussi. Et comme vous le savez, le président Iohannis a insisté à accroître la participation politique, et on a fait ensemble, moi et autres membres de la société civile et des politiciens un peu plus ouverts que d'autres, on a changé le cadre légal pour les partis politiques. Cela veut dire que d'une fois, bon, des gens qui auraient voulu entrer dans la politique, faire de la politique, avaient cette opportunité. Si vous le savez peut-être que aujourd'hui, 3 personnes peuvent créer un parti politique. Ce n'était pas le cas avant 2015 où on avait besoin de 25 000. C'est ça, signatures, 25 000 à travers le pays. Donc c'était très très difficile de pénétrer le monopole politique. Le président a voulu faire cette réforme politique pour accroître la participation politique d'une manière directe. Et il a dit tout le temps, et il a eu des rencontres avec les membres de la société civile, c'est à vous non seulement de voir et de pousser le gouvernement de faire des choses, mais d'y aller, de faire des choses de l'intérieur. Et ça a marché parce qu'on a un exemple d'un parti politique qui pratiquement a été, disons, a commencé comme une ONG, comme un groupe civique qui s'est transformé dans un parti local et qui finalement a représenté la voix des citoyens, je crois, qui voulaient faire mieux que mentionner des choses qui ne sont faites pas assez bien, et avec leurs compétences de changer des choses par leur action politique. Bon, il y a des moments où, bon, en février 2015, où Monsieur le Président a reçu les représentants de la société civile, et il les a mis sur le même pied que les partis politiques. La même chose s'est passée au mois de novembre 2015, où après la consultation constitutionnelle avec les partis politiques, il a invité aussi la société civile. J'étais là et le message était toujours participer, entrer dans la politique, parce que c'est clair qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Si vous voulez correcter, allez-y. J'ai vu et j'étais enchanté de voir dans la déclaration de Paris trois idées liées ensemble, les idées de transparence, d'intégrité et de lutte contre la corruption. Si je ne me trompe, c'est vers la fin. Oui, transparence, intégrité et lutte contre la corruption. Je ne vais pas insister de dire comment ce sont des priorités pour le président Iohannis, la lutte contre la corruption, l'intégrité. Il a voulu faire, c'est une priorité toujours de faire de la réforme de la classe politique. Je vous souviens le moment du 1er décembre où il a décidé de dire d'une manière forte
de signaler, de dire que bon, c'est clair que les décisions de la justice sont une chose, mais la classe politique a des critères plus importants, plus hautes. Et c'est pour cela qu'il a décidé, bon, d'une manière controversée, comme vous l'avez vu, de désinviter ou de refuser d'inviter certaines personnes qui, dans ses yeux, ne sont pas faites pour les plus hautes positions dans l'État. Une dernière chose, parce que parlant d'intégrité, la lutte anticorruption, on a les deux institutions, la Direction nationale anticorruption et l'Agence nationale d'intégrité. Et en manière de données ouvertes, je me souviens les années 2003, si je ne me trompe, quand, sous la pression de l'Union européenne, tous les politiciens devaient pour la première fois publier leur déclaration d'intérêt et de patrimoine. Voilà, c'était données ouvertes. Et ça a marqué, je crois, l'histoire récente de la Roumanie. Et j'ai voyagé beaucoup en Europe et en Allemagne, par exemple, ils m'ont dit, en ce qui concerne l'intégrité et le cadre légal, vous êtes très avancé. Et félicitations, parce que des choses qui se sont faites, qui sont en fonction en Roumanie, ne peuvent être pas acceptées par l'État ou la société allemande, par exemple. Donc voilà un exemple d'impact sur la démocratie des données ouvertes et en ce qui concerne le profil des politiciens. Je m'arrête ici. Merci. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Il est en effet très réjouissant de penser que avec Simona et avec Larissa, je peux faire un parti politique qui peut s'intituler CEREFREA ou la Villa Noël, mais je crois que nous resterons dans la société civile non associée. Mais c'est bien, c'est très agréable d'y penser. Vous avez effectivement un problème à faire parler les citoyens. Du moins, j'en juge selon la difficulté que j'ai à faire parler les étudiants. Si vous voulez que les citoyens s'engagent et qu'ils disent des choses pertinentes, je pense que vous aurez un mal du diable. Mais enfin, vous avez aussi les moyens, je suppose. Voilà, le micro est à vous. Questions, réponses, commentaires de la salle. Oui, j'aimerais poser la question autant, par exemple, à M. Romain Thalès qu'à M. Poukiou. J'ai compris quels sont les moyens, qu'autant la France que la Roumanie ont mis en œuvre pour faire participer la société civile au débat. Mais intentionnellement, je suppose, vous n'avez encore pas parlé des résultats. Est-ce qu'il y a des résultats qui sont visibles? Est-ce que la société civile participe de fait dans la prise des décisions politiques? Et la même question à vous, est-ce que vous avez l'impression, et dans quelle mesure la société civile en Roumanie mène le jeu? D'autant plus en Roumanie, bon, l'enjeu est immense parce que la question s'est posée très explicitement il y a 1 an et demi. Et il y a eu des promesses tout à fait explicites dans ce sens, que la société civile participerait aux décisions et qu'elle serait consultée pour les décisions importantes, notamment au niveau économique. Avez-vous l'impression que c'est le cas? Alors vous avez raison, les paroles s'envolent, les actes restent, et seuls les actes comptent. Je ne peux que vous rejoindre sur cet aspect. Alors nous, très concrètement, on a effectivement, alors je vous ai donné un début de réponse tout à l'heure à travers la construction de la loi, où on a réussi effectivement à impliquer plus de 1450 organisations, alors que ce soit des organisations civiles ou des citoyens engagés, indépendants. Alors, beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant oui, mais ce que vous faites, au final, vous laissez la place aux lobbyistes.
Sauf que oui, non mais c'est une certitude, les lobbies vont forcément saisir l'occasion d'une consultation publique pour faire peser leur avis dans la prise de décision publique. Sauf qu'à partir du moment où les contributeurs de cette consultation sont rendus publics, donc que vous savez qui sont les acteurs qui ont contribué, les choses sont totalement transparentes. Et ok, il y a du lobby, mais du lobby, il y en aura toujours, et il y en aura partout. C'est des intérêts qui sont matérialisés à travers un groupement de personnes. Donc il n'y a pas d'anti-démocratie là-dedans, bien au contraire. Ça montre que la démocratie fonctionne. Et en fait, ce sujet de consultation et de co-construction, on essaie de le systématiser maintenant. C'est-à-dire que là, typiquement, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour un gouvernement ouvert, alors on a un plan d'action de retard sur la Roumanie, hein, nous n'en sommes qu'à notre 2e plan d'action. On est un petit peu jeune, on est impliqué depuis moins longtemps que vous sur le sujet, je le reconnais. Exactement. Et du coup, cette logique de consultation nous a vraiment intéressés, et dans la logique de la construction de ce plan d'action, nous avons d'une part sollicité les administrations dans un premier temps, donc on a consulté les administrations de manière totalement transparente sur Internet pour pouvoir bénéficier de leurs suggestions. L'idée c'était de ne pas créer de frustration. On ne veut pas s'engager sur des sujets sur lesquels on est sûr qu'on ne pourra pas obtenir des résultats concrets. Donc on a demandé aux administrations quels étaient les sujets sur lesquels, en fonction du précédent plan d'action, ils allaient pouvoir agir de manière très concrète. En fonction notamment de leur maturité sur les sujets. Et dans un deuxième temps, on a réalisé une autre consultation orientée société civile pour savoir quelles étaient leurs aspirations profondes et quels étaient les sujets sur lesquels ils souhaitaient travailler. Donc on avait 2 positions, l'offre et la demande, d'une certaine manière, qu'on a fait se rencontrer à travers donc une réunion plénière qui s'est passée à Paris en fin d'année dernière, et qui nous a permis justement d'échanger à bâton rompu, ce qui a le mérite d'être plutôt intéressant, et surtout de casser cette image de silo de l'administration, car ils étaient en contact direct avec la société civile sur la base d'une consultation qui avait été menée en amont. Et pour moi, c'est ça de la vraie démocratie, c'est-à-dire qu'on a consulté toutes les parties prenantes, on les a rassemblées. Alors, dans un premier temps, de manière dématérialisée, c'est une chose. Dans un deuxième temps, de manière physique, c'en est une autre, pour tomber sur un consensus. Et ce consensus, c'est le fruit d'un travail démocratique qui passe par le biais de la consultation. Donc aujourd'hui en France, on est en train de fournir une sorte de plateforme technique qui va permettre à toutes les administrations de pérenniser et de systématiser les consultations publiques. Alors je pense, compte tenu de l'aspect chronophage, qu'on ne pourra pas réaliser des consultations sur l'ensemble des politiques publiques portées. Toutefois, ce qui peut être intéressant, c'est en tout cas d'identifier certaines verticales, certaines politiques publiques emblématiques sur lesquelles la mobilisation de la société civile revêt un sens particulier. Et je pense que c'est un exemple concret, en tout cas, vous me dites si je me trompe, ou si vous n'avez pas toutes les réponses à votre question, mais voilà, c'est une des illustrations très concrètes. Je vous en prie. Yeah, thank you. Well, the whole spirit of OGP is towards this. It's not only about transparency. It's one of the pillars indeed, but it's about participation and also giving concrete results if you want. Without it, it's only image exercise or whatever you want. So even at the international level, we are in the steering committee of OGP, is the same problem. And we saw it there, Open Government Partnership as a movement around the world. There are over 70 countries in this partnership. We saw it as a potential response to the populism, for example, because the populism is about easy things, saying that things that are not working. People react to that, but you should put against that some concrete results, the things that are working. So this probably is a tool. It's not the answer. It's not giving everything, but it's one piece of the puzzle, if you want. Now, going back to Romania, we saw it in the same way. We cannot solve all the
dialogue problems between civil society and government with the Open Government Partnership, only announcing it. It's about doing effort after effort and so on. Sometimes we are more successful, sometimes we are less successful, but it's there. And probably the biggest achievement of the Open Government Partnership is that structure the dialogue, but not only the dialogue in terms of, okay, we have an OGP club and we talk about things. No, it's about having concrete measures which are done together. I mentioned the open education. Open education idea was part of the proposals coming from the civil society, not from the government. Looking at the data Ministry of Education so well, but it's on my agenda as well, but we didn't call it open education. It was on other topics, but we are about to have a virtual library project in the Ministry of Education, for example. So we put together all of this, and result is a commitment in the National Action Plan. But more than that, it's about working together towards that. So it's not only that the civil society, look, you should do that, and the government responds. No, let's work together on that. And we have several meetings and conferences around this idea. One we had even this week on open education. We have people coming from Poland and Slovakia also with other examples. So it's not about only Romania, it's not about only this subject we put together. So everybody is working towards that because it's something good, once again. It's a small example, but of course you cannot solve everything. And probably the historical way that laws are done in Romania without consultation and so on will not be solved overnight. But at least you have an example on the table which you might look at and or point at if you want. So it's a beginning. Merci. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour apporter cette thème dans le débat. Et je vous demande des excuses en avance parce que je n'ai pas parlé français de quelques temps et je vais faire peut-être quelques erreurs. J'ai une remarque et une question. Ma remarque, c'est que donc ma expérience est un peu liée avec le travail dans le ministère pour la consultation publique et dialogue civique la dernière année. Et la bonne nouvelle, c'est que ce portefeuille, il est gardé dans le courant gouvernement. Donc, il y a une institution centrale qui a aussi des attributions de développer la transparence en très large sens dans les institutions publiques. Le principe d'open government, la transparence, la participation est très important, la responsabilité, parce qu'on ne discute pas très souvent de la responsabilité. Je pense que j'ai regardé dans le titre si la transparence garant la démocratie. Bien sûr qu'elle garant la démocratie, mais ça ne suffit pas. J'arrive dans l'idée du développement de capacités aussi de la société civile, mais aussi des institutions publiques. Et Rado, avec sa équipe, fait un très bon travail pour transmettre ces principes, en fait, parce qu'il s'agit de transmettre ces principes. Et maintenant, je me souviens à propos de participation des gens, parce que j'ai discuté l'année dernière avec les fonctionnaires publics responsables de la loi de transparence décisionnelle. Et ils ont commencé à dire, bon, voilà, on publie tous les documents, mais c'est vraiment rare quand on reçoit des propositions de la société civile. Et ça arrive encore une fois au développement de capacités, même des institutions et de société civile. Et ma question maintenant, c'est pour M. Tal, parce qu'en Roumanie, on a le portail de Open Data, de data.gov.ro, et on a maintenant presque 1000 ensembles de données. Mais je voulais vous demander comment est-ce que vous avez réussi, par exemple, de doubler cette ouverture, si on peut dire comme ça, des institutions avec l'utilisation de ces données aussi dans les institutions publiques et aussi par la société civile.
Alors, c'est un sujet ardu. Parce qu'on s'est vraiment posé la question. Hein. Quand on a commencé à ouvrir les données sur la plateforme data.gouv.fr, on s'est posé la question comment on va faire pour stimuler la réutilisation des données. Une fois qu'on a la plateforme, qu'on a la matière première, on se pose la question de savoir quel est le meilleur moyen d'impacter la vie des gens, quel est le meilleur moyen d'accompagner les acteurs économiques, associatifs, dans cette démarche de réutilisation de la donnée. Alors, on a utilisé plusieurs méthodes. D'une part, la plateforme data.gouv.fr, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est pas seulement un catalogue de données, c'est aussi une vitrine. Donc notre objectif, c'était de permettre à l'ensemble des réutilisateurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs, d'associer à l'ensemble des jeux de données produits l'ensemble des usages qui avaient été générés sur la base de ces données mises à disposition. Donc c'est vraiment avoir ce rôle de vitrine, de montrer de manière très concrète qu'est-ce qu'on peut faire sur la base des données. Ça, c'est un premier point. Ça parle plus, on va dire, à la dimension société civile, parce que l'administration, à la limite, ils n'étaient pas très concernés. Mais afin de la mobiliser, l'administration, on leur a dit data.gouv.fr, la plateforme des données, c'est aussi une manière de mettre en valeur votre travail. C'est une manière de donner de la visibilité à votre action. Je ne sais pas si c'est comme ça en Roumanie, mais en France, les citoyens français ont une image un peu préconçue des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils pensent que les fonctionnaires, ils ne travaillent pas bien, ils travaillent lentement, ils sont trop payés, enfin bref. Tout un tas de fantasmes. Et en fait, cette capacité d'agir qu'on donne à l'administration, c'est une manière aussi de marquer de manière assez significative la prise de conscience de l'administration de la qualité de son travail. Elle n'a plus peur, elle ne se cache pas derrière les silos de l'administration, elle montre à tout le monde la manière dont elle travaille. Et quoi de mieux que de mettre en ligne les données, d'une part, qu'elle produit, et d'autre part, les usages qu'elle développe. Parce qu'avant même que la société civile commence à réutiliser les données, l'administration avait déjà commencé à le faire il y a plus de 10 ans. Parce qu'eux l'ont fait dans le cadre de leur mission de service public. Et ils ont développé déjà des services. Alors certes, c'est des services métiers, ça peut être des bouquins, ça peut être des data visualisations, des éléments qui leur ont permis de piloter leur activité. Mais en tout cas, la plateforme, pour moi, c'est un vrai levier d'accélération de la prise de considération de l'intérêt de réutiliser les données. Il y a d'autres sujets qu'on a essayé d'explorer, notamment la mise en place, ce qu'on appelle des startups d'État. Les startups d'État, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va voir une administration qui a un irritant métier, une administration qui a une problématique particulière dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission de service public. Par exemple, on a des directs, c'est des structures au niveau départemental qui sont en charge d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques, notamment des entreprises, et surtout de pouvoir les orienter dans les bonnes directions pour qu'elles développent leur modèle économique de la meilleure des manières, ce qu'on appelle des directs. Alors moi j'avais une personne qui pilotait une directe au niveau départemental qui me disait « je suis très embêté, je n'arrive pas à anticiper les dépôts de bilan des entreprises au niveau de mon département ». Et ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, là il a un vrai irritant, il a une vraie problématique dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission de service public. On part de cet irritant, on recrute un développeur, on recrute un agiliste pour mettre en place des méthodes un petit peu plus on va dire, en phase avec les méthodes du développement informatique actuel, et on développe un proof of concept sur 6 mois. Sur la base notamment, pas que, mais sur la base en partie de données qu'on a déjà récoltées et qui sont déjà accessibles. Donc ce proof of concept, on va le proposer ensuite à l'administration et on va faire le point au bout des 6 mois. Soit l'administration nous dit « bon, ça n'a pas marché, on jette », soit on va pérenniser l'action directement dans l'administration qui vit cet irritant. Nous, on va juste être un passe-plat, on va leur donner les compétences techniques, on va leur donner de la documentation avec du code ouvert qui va leur permettre de prendre la main sur l'outil et de répondre très concrètement à la problématique qu'ils rencontrent dans le cadre de leur mission de service public par la technologie et par la donnée. Et ces exemples de start-up d'État, on en a aujourd'hui plus de 25. Si vous allez sur beta.gouv.fr, vous avez la visibilité sur tous ces projets de start-up d'État qui sont au départ des tout petits projets, parce qu'on est parti sur une zone d'expérimentation restreinte, mais qui à terme ont vocation à s'élargir pour tendre vers de l'exhaustivité. Et ça, c'est un peu le secret, si vous voulez, pour nous. C'est l'État ne doit pas se contenter de mettre à disposition des données ou de travailler sur des moyens de réconcilier la société civile avec l'administration. On est aussi là pour produire des outils.
L'administration a vocation à produire des outils, à faciliter l'appropriation des données pour permettre leur retraitement. Et c'est à partir du moment où on a commencé à proposer ces outils que les développements informatiques se sont développés sur la base des données mises à disposition. Alors typiquement, on a commencé à développer des API, donc des flux, des passerelles qui vont permettre d'aspirer les données de la plateforme et de les restituer vers une autre plateforme. On a développé ce qu'on appelle toute la plateforme data.gouv.fr. Le socle de la plateforme, c'est un socle qui est totalement open source. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur GitHub, vous avez accès à tout le détail du code de notre plateforme qui est totalement réutilisable. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on travaille aussi avec d'autres pays, j'espère demain avec la Roumanie, ça serait extraordinaire, pour leur permettre de se réapproprier la technologie à leur manière et de pérenniser à travers de l'internalisation. C'est-à-dire que ça permet à l'administration d'avoir des technologies, des techniciens qui vont pérenniser le sujet. Pas d'outsourcing, pas d'externalisation du développement. On a tout en interne et on a la main sur ce qu'on fait. Donc tous ces exemples très concrets, la mise en place d'outils, la mise en place de structures d'échange, la mise en place d'une plateforme qui permet de valoriser les usages, pour moi, c'est autant d'ingrédients qui vont permettre de faciliter les développements. Dernier point, on a aussi organisé des concours de développement d'applications, ce qu'on a appelé les data connexions. Donc c'est des concours qu'on a organisés de manière annuelle pour rassembler des porteurs de projets autour de la réutilisation des données publiques. Et en fait, on avait ce momentum chaque année où on rassemblait plus de 1000 personnes et on mettait en lumière des projets de réutilisation qui nous semblaient innovants. On leur remettait un prix et surtout, on s'engageait à les accompagner dans la durée. Parce que tous les problèmes de ces hackathons et de ces événements de développement, c'est qu'on est sur du one-shot. Le one-shot, c'est peanuts, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est, en fait, pour moi, le hackathon, c'est le début de quelque chose. C'est qu'on va commencer à identifier des acteurs économiques avec lesquels on va travailler de manière pérenne. Et c'est ça, en fait, le secret. C'est d'entretenir ce réseau sur la durée pour montrer qu'il y a un réseau de confiance. Et ces écosystèmes, ensuite, ils vous le rendront. Parce qu'ils auront des choses à produire. Ils viendront aux événements que vous organiserez et ils créeront de la valeur ajoutée pour l'administration et pour eux-mêmes. C'est du bien commun numérique. Et c'est comme ça que nous, on voit les choses. Oui, je suis très content que vous avez débuté par parler de l'administration. Parce que c'est un gros problème. Pour beaucoup de fonctionnaires publics, je crois que pas seulement en Roumanie, le savoir est pouvoir. Et ils sont les gardiens des informations pour avoir plus de pouvoir vers le public et plus de pouvoir vers les politiciens et les directeurs quand même. Et comment faites-vous pour dépasser cette résistance structurelle et quelles sont vos recettes? Une question aussi pour M. Puciu. En Roumanie, une des grandes vulnérabilités des institutions publiques sont les conditions salariales pour les informaticiens. Il est très difficile d'offrir des salaires compétitifs en comparaison avec le milieu privé. Y a-t-il des progrès en vue? Alors, si je peux me permettre, juste, j'empiète un tout petit peu sur la deuxième question, parce qu'elle est assez intéressante. On a le même problème dans l'administration. Les salaires qu'on propose aux développeurs ne sont pas à la hauteur de ceux proposés dans le privé. Ça, c'est une vérité. Ce qu'on a fait, on a lancé un programme qui s'appelle les entrepreneurs d'intérêt général. Donc ce sont des profils. Donc on a budgété en fait une somme d'argent. On a débloqué 5 millions d'euros dans un premier temps pour identifier des profils d'entrepreneurs d'intérêt général, donc des personnes avec des fortes compétences qui viennent du monde de l'extérieur, du privé, des startups, qu'on va rémunérer à hauteur de 4 000 euros net par mois sur une période de 10 mois pour bosser sur un projet spécifique identifié par l'administration. L'avantage, c'est qu'on leur garantit un salaire élevé, c'est qu'on les fait travailler sur un projet, donc ils ne vont pas être sollicités par les autres directions, par les autres services pour faire tout et n'importe quoi, ils vont être focalisés là-dessus, et surtout, on anticipe une deuxième promotion pour l'année d'après, pour pérenniser et créer cette transversalité et ce transfert de compétences de l'extérieur vers l'intérieur, et surtout de l'intérieur vers l'extérieur aussi. Donc on casse un petit peu toutes ces idées préconçues, on crée de l'intelligence, et surtout, on permet de faire venir des compétences très rares, avec des savoir-faire très pointus, au sein de l'administration. Je laisserai M. Puciu vous faire part de la logique, mais en tout cas, c'est ce que nous, on a exactement le même problème. Hein. C'est totalement transverse à beaucoup d'administrations. Sur la valorisation auprès des administrations et sur les moyens de les convaincre,
L'argument que je vous ai donné sur la valorisation de leur travail, c'est un argument de poids. Le deuxième argument que j'ai utilisé et qui fonctionne très bien, c'est le fait de travailler à 60 millions autour d'un sujet sera toujours plus intéressant et plus productif que de travailler à 4 dans un bureau. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de mettre en place sur data.gouv.fr, sur notre plateforme, c'est la possibilité pour la société civile de publier ce qu'on appelle des ressources communautaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle un fork dans le langage informatique. Donc sur la base des jeux de données publics qui sont publiés par les administrations, les réutilisateurs, dans une partie spécifique de la plateforme, vont pouvoir republier des données, mais avec des variables supplémentaires. Typiquement, on a sorti au mois de janvier la base Sirène, qui est l'immatriculation de toutes les entreprises en France. C'est un super jeu de données qui s'inscrit dans le cadre du service public de la donnée qu'on est en train de mettre en place. Et typiquement, on a des développeurs issus de la société civile qui se sont amusés à récupérer cette base, à la croiser avec la base adresse nationale, donc qui contient la géolocalisation de toutes les adresses en France, pour siréniser la base adresse. C'est-à-dire que toutes les adresses où vous avez la présence d'une entreprise qui est présente dans la base Sirène, elle apparaît dans la base adresse nationale. Ça, c'est pas l'administration qui l'a faite, ça, c'est la société civile qui l'a faite. Sauf que l'administration, c'est la première à en être bénéficiaire. Donc on crée de l'intelligence et on crée de l'efficacité supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, ce fichier, il est réutilisé par au moins une dizaine d'administrations. Et ça, à mon avis, le chiffre a peut-être même dû augmenter depuis. Donc valoriser le savoir-faire, donner de la visibilité et du crédit à l'administration, et surtout montrer que l'intelligence collective peut aboutir à la création d'outils dont l'administration va être la première bénéficiaire. Voilà les 3 ingrédients. En tout cas, ceux qu'on a expérimentés. Il y en a très certainement beaucoup d'autres. Well, hard question on salaries indeed. I don't believe in, I believe in paying as well as possible, as well as you can afford as a state, all the public employees, not only the IT people. But it always be a gap between IT people in the government and IT people in the private sector. Always, in every country, you will see it's a gap. And as you notice, France has the same problem. But it's not. It could be an area of interest. You're looking at that, and I can give you a brief answer because we created this role of Chief Information Officer last year, and this year we are planning to have a structure behind this role, and well paid and with a clear role in the administration to solve something. But so this is part of the answer. But it will be an island of people working on better salaries for some amazing stuff on IT. But you don't solve everything with that. But the world was changed in the meantime, as the public administration didn't. We're still thinking in a very distributed system of islands of technology at each institution. Well, the new technologies give you the possibility to centralize most of these resources. So one way, it's also not only investing in people, but investing in moving this technology towards centralizing or cloud technologies or cloud-ready applications. So it's also one area that people in the government are investing in right now. So the 2 things might be or might give some results, not in a short term, but in a longer term. And I believe it's the way. Although you don't see the results very quickly, it's on a long term. It's better. So sometimes, from political perspective, for example, if you go and say, "Look, you're going to have results for over 2 or 3 years," nobody will listen to you. But in this case, I believe it's necessary. We learn our lessons from the past, so we have to do it differently. This is only part of the answer. Of course, there's a huge debate around the wages of the public sector, probably. So hopefully all of that aligned will make a change in this aspect. But the efforts are there. Je pose une dernière question à M. Demiot. Est-ce qu'il y a un droit à l'oubli? Quelles sont ses modalités?
Alors oui, il y a un droit à l'oubli qui a été affirmé, alors qui a des racines juridiques assez anciennes. Hein. Je crois qu'on en trouve la trace dans la doctrine de la CNIL depuis les années 80, mais il a été affirmé de façon assez forte par la Cour de justice de l'Union européenne dans une décision de 2014 hein, qui concernait un plaignant espagnol, Costera, qui, alors lui, pour le coup, n'a pas été oublié puisque la décision a fait date, mais qui se plaignait du fait que dès qu'on tapait son nom sur Google, on tombait immédiatement sur un article de presse concernant une condamnation le concernant, mais qui datait de plus de, je crois, d'une vingtaine d'années. Et donc à cette occasion, le cas est remonté jusqu'à la Cour de justice européenne et qui a tranché en faveur du droit à l'oubli et que les autorités de protection des données sont chargées de mettre en œuvre. Et donc n'importe quel citoyen peut demander à ce que une page sur Internet fasse l'objet du droit à l'oubli. Alors ça ne signifie pas que la donnée, que la page, que l'information est supprimée. Ça veut dire simplement que si, par exemple, une page dit Victor Demiot est un voleur dans telle affaire, si on tape voleur affaire, on tombera sur la page. En revanche, si on tape Victor Demiot, on ne tombera plus sur cette page-là à partir du moment où il a été décidé de donner suite à cette demande. Et évidemment, les autorités de protection des données européennes se sont mises d'accord en 2014, ont fixé un certain nombre de lignes directrices, un certain nombre de critères qui permettent de faire la balance. Toujours en matière de protection des données, on est toujours dans des histoires d'équilibre subtil. Faire la balance entre le droit du public, entre le droit à l'information et le droit de protection de la vie privée. Évidemment, s'il s'agit d'une personnalité politique qui cherche à cacher des informations qui pourraient avoir une utilité pour les électeurs, ces informations ne seront pas supprimées. Voilà. Plus de questions, plus d'interventions. Je vous remercie pour ce qui aura été une très agréable après-midi et très utile, en tout cas, pour notre information, pour notre gouverne. Et je pense que c'est aussi un domaine extrêmement intéressant, extrêmement actuel pour chacun d'entre nous. Merci à tous. Je vous en prie, Madame l'ambassadeur. Petit commentaire, pour moi, ça a été très édifiant d'assister, très intéressant également. Je suis l'ambassadeur de la Tunisie. Et alors, vous pouvez imaginer que tous ces sujets, que nous sommes en Tunisie, il y a un appétit vorace pour toutes sortes d'informations. Il y a le public et la société civile qui devancent, qui anticipent. Le gouvernement est assailli. Il a commencé en 2011 par justement légiférer sur la liberté, l'accès aux informations. Et depuis, on ne se retrouve plus. Alors, la résistance de l'administration, le rôle, le développement de capacités, tout cela est très, très familier. Nous avons même des jeunes qui travaillent de manière très précise sur des thèses, pour essayer de participer. La coopération alors, avec d'autres pays, évidemment, ça nous intéresse au plus haut point. La Roumanie, je suis sûre qu'avec la France, ça marche déjà. Voilà. Pour information, on vient de recruter une jeune Tunisienne qui a beaucoup travaillé sur l'Open Fisca tunisien, donc mise en open data du modèle socio-fiscal tunisien. Voilà, et puis ce qui est maintenant à la mode, c'est les ressources de la Tunisie. Maintenant, le gouvernement, justement, a décidé d'ouvrir, de s'ouvrir à cette demande et de publier tout. Les Tunisiens veulent savoir où est le pétrole, l'énergie, tout cela est vraiment ouvert au public. Et nous apprenons, hein, nous sommes toujours au début également. Ici, on est en train d'effacer les dernières traces du totalitarisme implicite de l'État. Parce que même le pouvoir de l'État avait ce privilège du monopole, de la compactité, de l'opacité et du secret d'État, bien sûr. Et bien, tout cela est en train d'être grignoté par la société civile, rogné par la société civile.
Eh bien, je vous remercie. Je remercie la présidence, le gouvernement de la Roumanie, la CNIL et l'État Lab pour nous avoir envoyé 2 représentants afin de nous éclairer. Je vous remercie pour votre présence et je vous invite, comme M. Gigodeau l'a fait avant moi, à la prochaine étape de ce chemin vers la transparence et la démocratie.